Bien, je voudrais remercier Daniel chaleureusement pour la conception de ce colloque et pour son organisation. C'est toujours un gros travail sur un sujet qu'on a toujours le sentiment d'avoir un peu, dont on a souvent le sentiment d'avoir rebattu les cartes, mais qui se révèle en fait inépuisable, comme on peut le constater depuis que le colloque a commencé. Alors, j'étais pas prévue. Ce que j'ai laissé dans les chambres d'hôtel, c'est mon ordinateur sur lequel il y avait des vidéos. Ça serait bien qu'on puisse les visionner, peut-être pendant la pause, parce que je vais essayer de raconter ce qu'il y avait dessus. Il y a des images, mais comme c'est des captations de pièces scéniques, c'est toujours un peu curieux d'avoir des images un peu arrêtées. Voilà. Bien, je ne commenterai pas les deux citations là, qui me semblent assez emblématique de ce qui va suivre. Citation de Shakespeare et de Hugo, qui n'était pas encore une espèce d'anachronisme, puisqu'on n'était pas encore à l'ère de l'Anthropocène, mais qui dit ça résonnera avec ce que j'ai dit. Donc je ne suis absolument pas un spécialiste de l'Anthropocène, j'ai même beaucoup de mal avec cette notion, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce qu'on dit là-dessus. Et c'est un peu a posteriori quand on a parlé avec Daniel du colloque, je me suis rendu compte que je pensais que c'était un sujet qui ne me concernait pas du tout, qui ne concernait pas l'objet de ma recherche, et qu'en réalité si, parce que l'Anthropocène est aussi très présent sur les scènes du spectacle vivant. Et on observe la place croissante de l'oral, autant dans le champ des arts visuels que dans celui des arts vivants, sous des formes de plus en plus diversifiées. Et j'essaye de voir comment la parole peut affecter la production des savoirs dans le champ de l'art. Et bien évidemment, comme on l'a vu hier, si un tel parti pris suppose bien sûr que l'art soit doté d'une valeur cognitive, mais je pense que dans un colloque sur l'Anthropocène, cette idée n'a pas vraiment à être discutée. C'est quand même sans exclure l'idée qu'une sensibilité est à gagner et sans doute même à regagner. Il en a été question hier à travers la notion d'esthétique. Et que la connaissance peut aussi se présenter, s'exposer sur un mode qui peut faire sentir, tout en développement de nouvelles formes de connaissance. Alors, comment ces usages de la parole donnent forme à des savoirs, et en particulier au savoir de l'Anthropocène. Et je vais examiner ces questions en étudiant ce que j'ai appelé, en reprenant une expression qui existe dans le champ littéraire, des objets non identifiés qui sont difficilement catégorisables, mais c'est le cas de beaucoup d'œuvres d'art en ce moment, et qui se situent, je voudrais déjà introduire une distinction par rapport au corpus que j'ai sélectionné, soit à la croisée des arts visuels et des arts du spectacle, en rapport avec les sciences et la politique, ou entre. Je pense que pour le travail qu'on va découvrir de Latour, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est plutôt entre que ça se passe. Dans des pièces donc scéniques, parfois des événements qui débordent la scène, qui font travailler des formes ou des formats, ou l'oralité, qui renvoie à des expériences en présence, qui impliquent l'écoute, offre donc d'autres manières de penser la question de l'Anthropocène. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est que dans un contexte où les prises de parole publiques se multiplient sur cette question, qu'elles soient celles d'experts ou de militants, de politiques, qu'est-ce que ces formes hybrides ont de spécifique, et quelles paroles est-ce qu'elles activent, quels discours sont performés et quels dialogues sont mis en scène, puisqu'on verra que la question de la négociation, de la diplomatie est aussi présente, et il me semble que c'est l'originalité de ce corpus-là, c'est précisément d'introduire dans ces formes orales, à travers cette notion très large de conférence, je n'ai pas parlé de conférence spectacle, on va dire, comment est-ce que d'une certaine manière, elle développe à travers des formats inédits qu'on ne trouve pas sur d'autres questions,
la nécessité de repenser en fait la question de la performativité aussi. Enfin, c'est une hypothèse que j'ai fait il y a très peu de temps, donc je ne suis pas très sûre qu'elle soit pertinente, mais en tout cas, je la partagerai avec vous à la fin de cette présentation. Voilà, alors ce qu'on voit aussi, c'est que ça va être très clair là dans le corpus que j'ai choisi, c'est qu'on voit des personnalités du monde universitaire, du monde académique, qui montent sur scène, qui présentent des spectacles, et on voit aussi des acteurs, des comédiens qui endossent donc la place du conférencier. Et dans la question de l'anthropocène, ce chassé-croisé, ce dialogue, il est significatif à mon avis, bien plus que sur d'autres questions. Et la question, c'est aussi celle de cette spectacularisation dans un sens neutre et dans un sens, on va dire, critique. Qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi du traitement de cette question. Donc, je vais tout de suite... Donc il y a déjà une page qui a sauté. Donc ça, c'était un petit libelle sur la question des rapports entre l'art et la science. Open it. Mais comment on va l'ouvrir, la boîte noire, on ne sait pas encore bien. Donc, le premier temps sera consacré justement à ce passage. Il y a eu hier un petit jeu de mots sur le cinéma, sur l'anthropocène, et l'anthropocène, ça résonne assez bien. Et donc, je vais déjà vous présenter le corpus. Le corpus, donc, en fait, il y a deux branches. Donc, un certain nombre de pièces qui ont été réalisées, conçues par le duo Frédéric Aït-Touati et Bruno Latour. Il en a été question hier. C'est des pièces qui ont beaucoup circulé, qu'on connaît. Donc, Latour n'en est pas à son premier essai sur scène, puisque ça fait un moment qu'il fait du théâtre, qu'il a commencé avec du spectacle, qu'il a ensuite fait des performances qui sont très intéressantes, peut-être même plus que celles dont je vais parler aujourd'hui, qui mettent en scène Pasteur, le dialogue entre Tarde et Durkheim, et qui ont aussi une résonance sur le travail qu'il fait sur la question de l'anthropocène sur scène. Et donc je parlerai aujourd'hui de cette trilogie terrestre qui comporte 3 pièces, dont une qu'on n'a pas, en tout cas que moi j'ai pas pu voir, virale, parce qu'elle a été, pendant le confinement, elle porte sur le confinement, et en tout cas sur l'épidémie, et je crois qu'elle n'a pas encore été montrée, en tout cas je n'ai pas du tout vu passer où que ce soit. Donc Inside, Moving Earth, toujours en anglais, avec Latour en général. Et puis surtout la simulation qui a été faite au Théâtre des Amandiers en 2015, juste un peu avant la COP, avec sous le titre du Théâtre des négociations. L'autre corpus, alors j'ai beaucoup hésité à confronter ces deux corpus, parce que vous allez voir, ils sont... Alors peut-être qu'on va pouvoir... ils sont, comment dire, très... Ils ont à la fois ils partagent des choses, mais en même temps, ils ont vraiment des formes extrêmement différentes. Donc, la compagnie Verticale des Tours, avec au cœur Frédéric Ferrer, qui est un géographe et qui est comédien, et qui donc a proposé 2 cycles, les chroniques du réchauffement, qui tournent autour de ces questions de la COP, de la conférence des parties, et un atlas de l'anthropocène qui est présenté sous forme de cartographie et qui est en cours de réalisation, puisqu'il est en train de faire la 7e cartographie sur le lapin, demain soir à Paris, au métallo. Il convoque des gens pour travailler sur cette question. Alors, ce qui me semble important à dire, ça a déjà été dit, c'est que j'ai parlé de monde possible, c'est-à-dire que la scène devient un espace d'expérience, d'expérimentation, qui explore en fait par la pensée des possibles, donc une pensée qui se déploie sur le mode du what if, et si, qui renvoie un peu aux expériences de pensée dont il a été question hier, et qui sort en fait de l'espace purifié du laboratoire pour gagner les scènes ou le plateau. Alors, ce qui me semble aussi très intéressant, c'est que ces pièces sont jamais
elles restent ouvertes, hein, c'est du semi-improvisé, et que c'est une pensée en acte qui s'énonce, qui s'expose dans des discours, qui prennent justement la forme de conférences, de dialogues, de négociations, de controverses. Il en a été question hier. Donc il s'agit de dépasser les clivages des disciplines, de créer des objets de pensée, en même temps que ces expériences, des dynamiques, des scénarios, et de produire des savoirs dans une entreprise partagée. Alors c'est en particulier chez Latour, une approche pragmatique de la pensée, en fait, où il s'agit de rendre sensible sa puissance, celle dont elle est capable, et aussi d'intégrer une dimension collective de cette pensée. Donc l'expérimentation, elle consiste non seulement à faire de la scène un laboratoire, ça a été pas mal développé, mais aussi à mettre le théâtre à l'épreuve d'hypothèses et réciproquement de mettre l'anthropocène à l'épreuve du théâtre, et également de faire vivre une expérience aux spectateurs dans une durée, dans des espaces éclatés, avec des acteurs qui n'en sont pas forcément. Et donc, la question de la représentabilité de ces défis écologiques est toujours au cœur de ces démarches, puisque y a cette idée que le recours aux œuvres d'art permet en fait de travailler de façon sensible, on l'a dit, ces questions. Mais je reviendrai là-dessus. Qu'est-ce que ces scénographies de la parole, qui vont prendre la forme de conférences, nous donnent à savoir, à connaître de ces questions? Alors, qui parle, au nom de qui, ou qui fait-on parler, comment, pourquoi, avec quels énoncés et avec quel régime de parole? Alors la première partie du corpus, elle va concerner d'abord des conférences au sens classique du terme, où on a quelqu'un en scène qui parle de façon magistrale. Et donc, c'est le cas du cycle de conférences théâtrales de Frédéric Ferrer. Et voilà comment il présente son travail. J'utilise ce que j'appelle la dramaturgie du PowerPoint. Je prends une question qui se pose réellement et sur laquelle travaillent chercheurs, savants et scientifiques. Puis j'essaye de raisonner pour apporter une solution à cette question par un travail d'enquête sur différents terrains, au Groenland ou en Afrique par exemple, ou en me déplaçant dans des laboratoires spécialisés. Cela fait ensuite l'objet d'une cartographie, c'est-à-dire d'une représentation publique où j'expose ce raisonnement en utilisant un PowerPoint. Donc chez Ferrer, la présentation est extrêmement sommaire, une table, un ordinateur, et lui avec parfois quelques objets qui viennent compléter la présentation. Mon but est d'opérer un glissement progressif, un déplacement au fur et à mesure des slides, à travers des visuels, des titres, qui partent de faits réels, puis proposent un regard décalé sur une réalité. Mon but est d'utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour tenter de répondre très sérieusement et en toute liberté à la question initiale. Donc, vous avez pu repérer peut-être dans les titres qu'il y a donc c'est une des premières conférences qui s'intitule « À la recherche des canards perdus ». Et c'est une expérience, alors quand on l'entend pour la première fois et qu'on n'est pas informé, on se demande de quoi il est vraiment question. Et c'est en fait une expérience sur une conférence sur une expérience scientifique qui a vraiment eu lieu. Quand on cherche dans la presse, on la trouve assez facilement sur Internet, pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l'Arctique. Alors cette expérience, c'était qu'en septembre 2008, la NASA a lâché 90 canards jaunes en plastique dans le glacier du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Elle a attendu quelques semaines plus tard dans la baie de Disco. Les canards ne réapparaissent jamais. Où sont-ils passés? Sont-ils prisonniers du glacier ou déjà sortis? Et si on retrouvait un canard à des milliers de kilomètres plus au sud, là c'est lui qui glose, Et donc la conférence décrit cette expérience de la NASA et explique aussi pourquoi il faut retrouver en urgence ces canards, puisqu'ils pourraient détenir la clé des bouleversements du monde. Alors ces conférences, elles sont présentées sur un mode... elles sont comment dire, très fantaisistes. Elles avancent souvent en zigzag, avec un travail sur des étymologies complètement fantaisistes.
avec une gestuelle très appuyée qui tend, d'une certaine manière, à se présenter comme une forme de parodie du discours magistral. Il se réfère à Dukertz, mais c'est vrai qu'il a dans sa présence sur scène quelque chose de lui. Et donc, il est seul, hein, et on est assez près, me semble-t-il, parfois du one-man show, du stand-up. Hein. Même si finalement le contenu reste toujours documentaire. Hein. Et ces conférences sont présentées la plupart du temps dans des théâtres, hein, mais parfois aussi dans des amphithéâtres. L'Université de Lausanne, par exemple, a présenté l'ensemble du cycle avec un programme de médiation scientifique qui accompagnait chacune des conférences, avec des échanges, des débats ensuite. C'est une pratique qu'il développe beaucoup, de spécialistes qui vont débattre, hein, ensemble. Et ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, me semble-t-il, à savoir que entre Latour et lui, il y a deux formes d'articulation art-science qui sont assez différentes. Hein. Le scientifique vient parler après, comme un encadrement de la pièce qui reste du spectacle. C'est pas le cas du tout dans la trilogie de Latour. Hein. Voilà, alors il emploie quand même une démarche, hein, très systématique qu'on trouve ici. S'il parle de cartographie, c'est parce que l'ensemble constitue une totalité, hein, un travail de terrain, un théâtre qui n'est pas loin de ce qu'on appelle le théâtre documentaire, présence d'enquête, hein, et délimitation d'un territoire. Hein. Donc l'idée, c'est toujours de partir dans une démarche, on va dire, scientifique assez sommaire, d'une question centrale, hein, ce qu'il appelle la problématique axiale, hein, en référence à la cartographie. La question est essentielle, puisque sans question, il n'y a pas de cartographie. Il a son approche de la cartographie, hein, en développant un raisonnement par hypothèse et en utilisant pour cela un outil de présentation très efficace. Hein. Je n'ai pas le temps de développer sur cette échappée ontologique dont il parle, hein, mais quelle que soit la réponse proposée, il y en a toujours une, et chaque cartographie a à peu près une durée d'1 heure. Hein, et toutes les cartographies ont la même forme, seul le contenu change, on l'a vu avec les titres. Hein, et donc, c'est toujours le même matériel qui est présenté là. Voilà. Pour ce qui concerne le travail de Bruno Latour, là, l'enjeu est clairement annoncé. Il s'agit de renouveler, il en a été question à plusieurs reprises hier, de renouveler les représentations du monde terrestre, biotique et abiotique. Hein. Et donc, dans ce cycle de 3 conférences, il explore les alternatives visuelles à l'image obsédante du globe et il essaye de partager avec le public, hein, l'expérience d'une Terre en mouvement, d'une Terre où le spectateur n'est pas dessus, n'est pas sûr, mais à l'intérieur. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, donc là, vous avez quelques images de cette conférence Inside, hein, qui est mise en scène donc, par Frédéric Haït-Touati. Alors, c'est un dispositif très élaboré. Hein, par exemple, pour Inside, il est seul au milieu de la scène. Il est derrière une espèce de tulle transparent sur lequel sont projetées des images qui ont été commandées à des architectes et des artistes, hein, et qui donnent justement l'impression au spectateur d'être immergé dans ces images. Hein. Et donc, ce que dit Latour, c'est qu'il y a un lien qui le fascine d'ailleurs entre le principe de la simulation politique et celui de la modélisation scientifique. Hein. Les modèles, dit-il, sont indispensables pour aborder des phénomènes dont la complexité dépasse toute capacité d'analyse. Hein, c'est la question aussi de la représentabilité. Les boucles qui commencent à s'ajouter l'une après l'autre à notre existence en nous faisant sentir chaque jour davantage les rétroactions réciproques entre les puissances d'agir du monde terrestre ne sont jamais complètes et achevées. Donc, en même temps qu'il conçoit, on l'a vu hier, des nouveaux protocoles de recherche immersifs et empathiques, il invente des formes de représentation
Et donc, il s'agit dans ces mises en scène, non pas d'illustrer les publications académiques, elles sont des modes de présentation en soi qui contribuent à sa recherche, et le passage par le plateau, par la scène, leur permet, ils sont toute une équipe, de proposer des représentations inédites grâce aux capacités modélisatrices spécifiques au théâtre, qui ne sont pas celles des dispositifs graphiques. Frédéric Haït-Touati a publié Terraforma, un ouvrage de cartographie où elle reprend, en fait, on a vu hier des choses qui étaient assez semblables à ce qu'elle propose. Et donc, il s'agit de développer, par et pour la scène, des recherches où là, finalement, l'anthropocène est mis à l'épreuve du plateau pour transformer notre expérience et notre compréhension du monde. Et donc, ce travail au plateau est partie prenante de la recherche de Latour, c'est du moins ce qu'il dit. Il va même jusqu'à dire qu'il a plus appris en travaillant sur la pièce de théâtre consacrée à Gaïa qu'avec la fréquentation des savants. Et il ne s'agit donc pas d'illustrer des thèses qu'il développe dans le travail académique, mais de développer un processus de recherche où il va tester des hypothèses en temps réel, tout en imaginant à chaque fois des formes de représentation qui évoluent en fonction de l'avancée de sa réflexion à chaque présentation des pièces. Donc les pièces ne sont jamais exactement les mêmes. Alors le deuxième groupe de travaux, toujours par les mêmes deux personnes, j'ai pas du tout. Heureusement que j'ai pas pris les. C'est en fait des mises en scène des compagnies, des COP. Donc il y en a qui sont faites par Frédéric Ferrer sur une table bancale comme ça, dans laquelle en fait c'est 25 minutes. Il appelle ça une comédie fatale. Les tractations de la COP sont parodiées, ou elle se parodie toute seule. Et on entre dans les coulisses de cette conférence. Alors, il a été accrédité 2 fois, il a assisté au COP. Donc, il retourne finalement le sérieux des négociations en une espèce de farce désopilante, où à la fin, finalement, les participants ont quitté la table des négociations et se retrouvent tout habillés en vert avec des feuilles vertes dans une espèce d'étrange danse qui clôt le spectacle. Alors, contrairement à Latour qui pense transformer la réalité avec ses pièces scéniques, lui, Ferrer, ne pense pas du tout changer le point de vue des spectateurs quand il réalise un spectacle. Il dérive vers une fiction, vers l'absurde, vers l'onirique, et si ça produit quelque chose chez le spectateur, un questionnement, une envie de se renseigner, d'aller plus loin, ça reste un effet collatéral, indirect, c'est pas l'objectif initial. Alors, la simulation qui a été faite dans le cadre du théâtre des négociations au théâtre des Amandiers à Nanterre, elle a été beaucoup plus, on va dire, imposante. Elle a duré 1 semaine, 3 jours. Elle s'est déployée dans tous les espaces du théâtre des Amandiers. Et donc, elle a consisté, en fait, là, plutôt à mettre en scène une tragédie. On n'est plus dans la veine comique. Et à étendre, justement, c'est la nouveauté, la conférence aux parties non humaines pour établir des conditions de négociation qui ouvrent d'autres voies. Donc, faire que les parties de la COP ne soient pas les parties d'un tout supérieur, que les délégations ne soient pas limitées aux États, mais intègrent des ONG, des non-humains. Et donc, l'idée, c'est de mettre en scène des conflits. Alors, les spectateurs pouvaient assister à une partie de ces négociations et à la scène terminale en déambulant dans tout le théâtre. Et donc, il s'agissait là vraiment de bien montrer que le théâtre, finalement, est le paradigme pour Latour de toute société artificielle hétéroclite qui associe des humains et des non-humains sur la base non pas d'une nature, mais d'une capacité à être quelqu'un dans et par l'action. J'ai pas conclu, tant pis. C'est vraiment trop court. En fait, bien sûr, c'est passionnant, mais j'imagine que les questions qui vont vous être posées vont pouvoir vous faire rebondir et peut-être compléter le propos plus avant. J'aurais dû faire et j'en suis désolé d'être le garçon coiffeur qui coupe les mèches, qui rebelle, mais
c'est vrai que le temps qui nous est imparti, malheureusement, est très strict cet après-midi parce qu'on a des questions d'horaire de train et cette contrainte fait que je suis obligé d'être un peu le garçon coiffeur qui coupe les mèches rebelles du temps. Alors peut-être y a-t-il des questions dans la salle sur l'intervention de Laurence et la question du théâtre. Daniel, peut-être? Je vais laisser la parole à Mathieu. Merci. De toute façon, oui, c'est une gageure de présenter tout ça. Et alors juste une précision sur effectivement sur Make It Work. Moi, j'avais trouvé ça assez déceptif parce que en fait, on pouvait pas circuler à l'intérieur. En fait, il fallait les préserver, les petits jeunes des différentes grandes écoles qui se prêtaient à cette simulation. Et du coup, en fait, il y avait des séances de présentation publique aux Amandiers, mais là, la fosse, là, qui est juste incroyable au Théâtre des Amandiers, normalement, on ne pouvait pas y circuler, quoi. On n'avait pas le droit d'y aller. Et donc le public a assisté à la représentation finale et tout ça. Et moi, j'avais trouvé très, très frustrant, effectivement, dans la théâtralité, que l'on ne puisse pas, effectivement, circuler entre les tables, assister aux négociations. J'ai trouvé que c'était un élément qui était un petit peu dommage dans la scénographie. Mais juste pour ajouter un point sur la théâtralité chez Latour, il a un grand copain qui s'appelle Schaeffer, qui est historien des sciences, Simon Schaeffer, et qui avait co-signé Léviathan et la pompe à air. Donc Léviathan et la pompe à air, c'est un texte d'historien des sciences sur... donc c'est Chapin et Schaeffer. C'est un texte qu'il a contribué à... Latour avait contribué à sa traduction et c'était paru aux éditions La Découverte. Personne n'a lu ça et tout ça. Bon, c'est un petit succès d'estime, mais c'était vraiment très peu diffusé. Et c'était sur la controverse du vide entre Boyle et Hobbes, sur l'existence ou pas du vide. Et ce que montrait ce livre exceptionnel, c'était que pour prouver l'existence du vide, il fallait instaurer un théâtre royal et faire une mise en scène pour en fait montrer l'expérience de pensée. Et du coup, c'était obligatoirement théâtre et politique, directement cette liaison théâtre et politique. Et en fait, Latour, il a toujours continué ce truc-là. C'est cette histoire qui est dans Léviathan et la pompe à air, où il y a cette liaison théâtre et politique. Et bon, voilà, c'est un truc auquel il croit, à juste titre ou pas, mais déjà dans le remake de la conférence de Pasteur, ce qu'il remarque, par exemple, c'est là aussi qu'il met en place la théorie dont vous avez parlé hier du réseau. Il explique que pour que Pasteur puisse diffuser sa découverte, il a besoin de mettre en scène et de passer par une publicisation de sa découverte, mais aussi de la théâtraliser. Et il refait cette conférence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la façon dont il l'analyse comme étant justement que cette découverte n'est pas compréhensible en soi, mais qu'elle suppose, comme il le fait tout le temps, pas seulement une contextualisation, mais de penser, justement, c'est ça que je n'ai pas eu le temps de développer, mais un ensemble d'actants qui participent de cette découverte et qui participent aussi de sa diffusion et de toute la démarche de persuasion qu'il faut déployer, puisqu'à l'époque, il a quand même des problèmes pour faire admettre que le vaccin... Et ça, bon, c'est les participants, 200 étudiants, triés sur le volet, faut quand même le dire, en anglais, tous habillés, la consigne en vêtements diplomatiques, en noir et blanc, costume, la cravate n'était pas obligatoire. C'est vrai que quand on voit après Ferrer, quand ils sont tous habillés en vert, là, comme des fous, il y a un étrange contraste. Et il y a aussi cette question qu'il y a un entre-soi dans le théâtre des négociations qui est quand même très fort, même si ça a été ouvert, que des gens de Nanterre ont pu passer. Moi, je peux le dire, je suis enregistrée, mais bon, Inside, je l'ai vu 2 fois, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas ce qu'il me raconte. Mais je pense que je ne comprends pas l'Anthropocène très bien. Mais c'est quand même... c'est des conférences qui ne sont pas très... Enfin, elles sont magnifiques. Hein, c'est très beau. Mais je ne suis pas sûre que moi, ça me rende la chose plus claire. Hein. C'est curieux parce qu'on parlait de la confusion hier, justement, à ce sujet. Une espèce de nuage de confusionnisme en fait qui entoure effectivement tout ça. Tu n'étais pas du tout d'accord sur cet aspect de la conversation, mais tu reviens sur quelque chose qu'on a évoqué ensemble hier à l'heure du déjeuner ou autour du café. Il y a une autre question au fond de la salle, oui, je vous en prie. Je voulais savoir justement s'il y avait, hier Mathieu parlait des énormes catalogues qui accompagnent les expositions, est-ce qu'il y a un livret ou est-ce qu'il y a une façon d'avoir, enfin, est-ce qu'il y a une trace de ces conférences spectacles? Il y avait beaucoup de traces. Il y a un dossier de presse qui est encore présent sur le web au Théâtre des Amandiers, mais comme il a changé de directeur et que je crois que la transition ne s'est pas faite tranquillement, il y a un film qu'on peut demander. Moi, à l'époque, on pouvait le consulter, un film d'1 heure, on pouvait le consulter, il était en ligne. Maintenant, il faut demander l'autorisation. Alors, il y a les conférences sur Gaïa. Le dernier chapitre est consacré à cet événement. Puis il y a beaucoup de choses dans la presse, hein, ça a été extrêmement médiatisé, donc on en a beaucoup entendu parler quand même du théâtre des négociations. Daniel, il y a peut-être une dernière question avant la pause. On va prendre une dernière question et puis je suis désolée de tenir ce rythme infernal, mais nous avons des traducteurs qui viennent pour la dernière conférence d'aujourd'hui et puis le musée ferme à 18h, donc voilà. Il nous faut absolument tenir le rythme, excusez-moi. Je vais faire vite, ça me permettra justement qu'on parle du Parlement de la Loire et de son rapport au public, ce projet autour, à partir de Camille de Toledo, et cette volonté de donner à la fois un imaginaire culturel, de renforcer l'imaginaire culturel de la Loire et lui donner une présence davantage juridique. Donc je voulais savoir si justement l'expérience du spectateur était plus jouissive avec le Parlement de la Loire qu'avec les exemples précédents, parce que je partage le positionnement de Mathieu sur le fait que Make It Works était vraiment pas du tout destiné à un public extérieur qui était absolument infériorisé et passivisé d'une certaine manière. Sans doute. Alors j'avais sélectionné un petit extrait des auditions, hein, parce que où Mathieu parlait justement. Parce qu'il a fait partie des auditions publiques. Et je crois que la spectacularisation n'est pas vraiment amorcée avec le Parlement de la Loire, mais en tout cas, tous les documents qui sont en ligne, ce très beau livre qui vient de sortir, me semble, en plus avec toute cette dialectique qui est entre les auditions, des moments de conflit, comme ils appellent le règlement des conflits, c'est-à-dire des gens qui peuvent envoyer des messages, discuter. J'ai pas vu encore je sais qu'ils ont performé le livre dans une version, mais j'ai pas vu ce que ça donnait. Il me semble déjà que dans l'ambition, hein, c'est quand même contextualisé. Ils font intervenir des associations locales. J'ai l'impression que ce projet a une dimension vraiment intéressante de ce point de vue-là, que n'a pas le travail de la Tour. Hein. Alors en même temps, c'est directement issu du Parlement de la Parole, de l'idée du Parlement de la Parole de la Tour. Et alors c'est super intéressant parce qu'il y a cette question, puis après je vais me taire. À un moment, la RER discute, mais elle dit comment vous faites parler des gens qui n'ont pas la parole, hein. Et là, il y a j'ai pas le temps de développer, mais toute une idée à mon sens, de quelque chose qui est une idée de la performativité qui est très différente, hein. Qui est un peu qui relie avec des modèles comme la prosopopée, comme les mythes, où on ventriloque les non-humains et où il y a un régime de parole qui est très différent et qui me semble vraiment très innovant de ce point de vue-là, tout en reliant avec l'art de la conversation, l'art de la diplomatie, donc des vieilles choses qui sont réengagées à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Merci beaucoup, Laurence.